Donc aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière. Je suis un petit peu en retard dans mon planning, mais la post-perovskite, c'est tout de même une des découvertes les plus importantes des dernières 10 années. Donc c'est peut-être intéressant d'y passer un peu plus de temps. Donc je vous rappelle que nous en étions arrêtés la semaine dernière à des spéculations sur ce qu'on pourrait faire si, concernant l'estimation de la température en particulier dans le noyau et aussi les variations latérales de température dans le manteau, si on avait une connaissance précise de la pente de Clapeyron et de sa position dans le manteau inférieur, si toutefois elle existe, la post-perovskite, la transition perovskite en post-perovskite existe effectivement dans le manteau. Donc on avait dit qu'on pourrait en particulier, suivant que la température du noyau est plus chaude ou moins chaude, on pourrait, si on observe une double transition en particulier, donc une transition de la perovskite vers la post-perovskite et plus bas une transition inverse qui se manifesterait au point de vue des vitesses par une diminution de la vitesse, on pourrait penser qu'on est dans une situation où le noyau est relativement chaud. Par contre, si on n'observe pas cette transition, le noyau sera un peu plus froid, donc relativement plus froid. De même, pour une température donnée du noyau, et donc le noyau, bien sûr, est brassé très vigoureusement, donc la température du noyau près de la CMB, c'est un isotherme. Hein, donc ça, c'est simplement parce qu'on a des incertitudes sur la température du noyau qui pourraient être éventuellement précisées si on avait ces informations sur la post-perovskite. D'autre part, donc, pour une température donnée du noyau, on pourrait évaluer des variations latérales de température suivant qu'on est dans une région chaude de la base du manteau, une région froide, on verrait ou non la post-perovskite. Et on s'attend à ne pas avoir la post-perovskite si on la voit dans les régions plus froides. Et sans doute ne pas la détecter, enfin, elle ne serait pas présente dans les régions chaudes. Donc, en particulier, si elle existe, on s'attend à la voir dans la zone, l'anneau de vitesse plus grande que la moyenne autour du Pacifique. Par contre, dans les régions des superpamaches, on s'attend à ne pas la voir. Donc, ça va donner lieu à un petit dessin comme ça, très spéculatif sur ce qu'on pourrait voir. Donc, ici, les zones où on pourrait voir la perovskite seraient plutôt les zones plus froides, donc où les zones de subduction, donc les plaques en subduction pourraient s'accumuler à la base du manteau. Tout ça, c'est bien sûr très spéculatif. Donc, en résumé, la double transition permet d'estimer les variations latérales de température dans la région où est observée la discontinuité sismique, si toutefois on confirme l'observation de cette double transition. Mais donc, ce premier travail de Ernlund et al., quand ils ont fait le calcul, ils ont obtenu des variations latérales de température beaucoup trop grandes que ce qu'on peut supposer avoir lieu à la base du manteau. Et ils en ont donc conclu que si leurs calculs sont corrects, les variations latérales de vitesse sismique, donc les observations de variations latérales sismiques, ne peuvent être dues seulement aux variations de température. Il faut invoquer la présence d'hétérogénéité chimique. Alors je l'indique parce que ça joue un rôle important dans les recherches des dernières quelques années. Donc ensuite, il y a eu un travail un peu plus rigoureux où, basé sur une estimation qui, à l'époque, donc tout de suite après la découverte de la transition post-perovskite, on avait estimé la pente de Clapeyron à environ 7,5 mégapascal par Kelvin. Et donc, basé sur cette estimation, ces auteurs, Wookie et collaborateurs, ont fait des calculs ab initio, donc à partir de calculs théoriques, qui leur ont permis, suivant différents géothermes, donc différentes variations avec la température supposée dans le manteau, de déterminer à partir de tout ce qu'on savait sur les propriétés
élastique de la pérovskite et de la post-pérovskite d'estimer les variations de vitesse sismique à la base du manteau. Donc ils ont construit un modèle sismique donc hypothétique à partir des informations minéralogiques et suivant plusieurs possibilités de géotherme, qui sont ainsi indiquées ici par ces courbes avec des symboles. Et donc, en particulier, ils ont obtenu un modèle moyen qui suit cette courbe de température moyenne au milieu ici. Et donc, on peut comparer ce modèle hypothétique basé sur les connaissances sur la post-pérovskite avec les modèles sismiques réellement, déterminés directement à partir des données sismiques. Et c'est ce qui est fait dans cette étude-ci. Ici, on compare ce modèle de Wookie et al. Qui est noté WOOK, ici en gris, en très gris, donc souligné, qui donc montre un saut de vitesse assez important à la profondeur d'environ 2700 km, environ 3 ou 3,5% d'augmentation de la vitesse des ondes S, et puis une diminution juste à la base pour ce modèle moyen qui correspondrait donc à la transformation inverse de post-pérovskite en pérovskite. Les prédictions, ça c'est les prédictions pour les modèles S comparés à des modèles construits par la sismologie. Vous voyez que qualitativement ça colle à peu près, il y a quand même d'assez importantes différences. Par contre pour les modèles P, donc la variation de vitesse ici pour le modèle de Wook en fait correspond à une petite diminution de la vitesse au niveau de la transition, puis après une petite augmentation presque à la base du manteau. Et donc aussi comparé à des modèles sismiques. Et donc ici, comme modèle sismique, vous avez ceux de l'Eurasie du Nord, PWDK et d'Alaska. Et Quito est un modèle un peu différent, avec une diminution de vitesse observée à partir d'un certain niveau dans le manteau et qui aurait été observé dans le Pacifique Ouest. Donc ceci, ce sont des régions correspondant à ces vitesses rapides en moyenne dans les modèles tomographiques, et ceci, ce serait un modèle qui correspondrait qui serait à un endroit où serait une des superplumes, la superplume du Pacifique, le superpanache du Pacifique. Et ces autres modèles ici, SPAC et PPAC, seraient aussi au centre du Pacifique. Et donc, à partir de ces modèles, pour les S, on voit qu'il y a une augmentation de vitesse assez importante, donc on s'attend à avoir des observations de phase de précurseurs à la phase SCS, donc à la phase réfléchie sur la limite noyau-manteau, qui serait assez visible assez clairement sur les enregistrements. Par contre, ça n'est pas clair pour les modèles P. Et donc, ils ont calculé des sismogrammes synthétiques, donc à partir de ces modèles, avec une méthode de calcul de sismogramme synthétique qu'on appelle la méthode de réflectivité, qui est une méthode qui marche donc, dans un modèle de Terre à symétrie sphérique. On résout les équations, on intègre les équations des ondes en fonction de la profondeur. Et donc on compare ici un modèle déterminé par la sismologie avec le modèle WOOK, donc le modèle synthétique basé sur les données minéralogiques. C'est un calcul comme ça. On s'aperçoit qu'en fait, ici, là, c'est la PCP qui est déjà très faiblement marquée. C'est l'une des difficultés de travailler avec les ondes P. Et le précurseur auquel on s'attend est pratiquement invisible. Donc, sur des sismogrammes à l'œil nu, on ne voit rien. Il faut faire de la sommation de traces. Et donc ici, ils ont fait une sommation de traces sur l'ensemble des données synthétiques calculées sur un réseau de stations. Et donc, qui compare aussi le PREM, ici, donc le modèle de référence, avec ce modèle synthétique et les autres modèles sismiques. Et il constate que le modèle WOOK donne un niveau signal sur bruit
très faible, et donc il propose que pour essayer de l'observer, il va falloir mettre au point des techniques plus sophistiquées pour pouvoir vraiment détecter cette discontinuité. Donc à l'époque, ils étaient assez pessimistes sur cette possibilité, et donc ils ont... Par contre, pour les ondes S, comme je vous ai dit, les ondes S, elles sont... l'onde SCS est beaucoup de plus grande amplitude par rapport à la S, donc un niveau signal sur bruit plus important, mais il signale tout de même que le précurseur ASCS ici, que l'ASCS et le précurseur arrivent très près les uns des autres, et donc ils seront aussi difficiles à observer. Donc voilà, donc quelques défis pour les sismologues pour essayer de vraiment détecter ce à quoi on s'attend d'après les résultats de physique des matériaux. Donc pour conclure, les premiers résultats sur la transition de phase pérovskite en post-pérovskite, il y a une grande incertitude sur la pression de la transition. Ceci en particulier à cause des méthodes expérimentales qui doivent faire intervenir une référence de pression pour calibrer la pression et donc la profondeur à laquelle se passe la discontinuité. Et il y a aussi des incertitudes assez importantes sur la température. Ensuite, il y a aussi le problème que toutes ces premières mesures étaient faites sur la pérovskite pure Mg, de magnésium pur. Or, on sait que dans la Terre, il y a une certaine proportion d'autres éléments, en particulier de l'aluminium et du fer. Et tout de suite, il y a eu quelques travaux qui ont montré que cela changeait un peu les choses, que, en particulier l'introduction de ces deux éléments non négligeables dans les composantes du manteau inférieur réduisent le contraste des vitesses entre la pérovskite et la post-pérovskite. Et par contre, il peut aussi y avoir des différences de comportement dans les propriétés élastiques qui font que, par exemple, si on compare la pyrolite, qui est donc le modèle standard de la composition du manteau, comme je vous ai expliqué dans une leçon précédente, c'est le modèle de référence et donc, dont on étudie les différentes transformations de phase avec la profondeur en partant du manteau supérieur. Par contre, et le MORB, donc, ce sont les Mid-Ocean Ridge Basalts, ce sont les produits de la fusion dans les rides océaniques. Il a une composition différente de la pyrolite. Et ces deux compositions donc, peuvent être contrastées, en particulier si on a à l'idée que quand les plaques s'accumulent à la base du manteau, elles peuvent s'accumuler avec leur croûte et leur manteau supérieur qui seraient donc de structure, de composition un peu différente que la pyrolite. Donc on verra par la suite que les travaux plus récents se sont pas mal concentrés sur l'étude de cette transition de phase dans des compositions plus réalistes que la pyrolite, que la pérovskite pure Mg. Et donc, en particulier, certains travaux ont suggéré qu'on pourrait avoir un contraste négatif, un saut négatif de vitesse des ondes S dans le MORB et positif dans la pyrolite. Donc, voilà. Ensuite, il y a le problème de la largeur de la transition, c'est-à-dire la zone de coexistence entre la pérovskite et la post-pérovskite. Dans les courbes précédentes, j'ai tracé la courbe de Clapeyron comme une ligne infiniment étroite, mais en général, on s'attend à ce qu'il y ait une zone de transition qui peut avoir une certaine épaisseur, où on aurait donc au-dessus la pérovskite, en dessous la post-pérovskite, et au milieu une coexistence des deux. Et suivant que cette zone est plus ou moins large, on pourra ou non la détecter sismiquement. Si elle est vraiment très étroite, on la détectera. Sinon, si elle est large, ça conduira à un gradient de vitesse beaucoup plus doux, et donc on n'observera pas de précurseur. Donc, là, je vous ai déjà introduit les deux compositions, disons, contrastées,
qui font l'objet d'études intenses actuellement. Donc la pyrolite, cette composition moyenne du manteau, une composition théorique tout de même, hein, mais enfin assez représentative, avec une grande proportion de perovskite, donc, et aussi du ferropyriclase ou magnésiovustite. Et donc ici, on voit en profondeur, avec une petite proportion ça c'est la perovskite magnésienne, et il y a aussi une petite proportion de perovskite de calcium. Et donc, si la post-perovskite, si la transition de phase se produit dans le manteau, ici à une profondeur au-dessus de la limite noyau-manteau, on aurait cette zone de post-perovskite. Par contre, dans le morbe, donc, dans cette structure différente, il y a moins de perovskite, de magnésienne, il y a une proportion plus grande de perovskite avec du calcium, et quelques autres phases qui coexistent en profondeur. Donc une composition relativement différente. Alors, dans les années récentes, les études se sont portées sur l'étude de la transition de phase perovskite post-perovskite dans des compositions minéralogiques plus réalistes, donc la pyrolite ici et le morbe. Et donc ici, c'est les résultats d'expériences en laboratoire, donc dans la cellule à enclume de diamant, Diamond Anvil Cell, chauffée par laser Heated Diamond Anvil Cell. Dans ce cas particulier, la calibration de la pression se fait au moyen de l'or. Hein, donc les échantillons contiennent un tout petit peu d'or qui ne réagit pas avec le reste de l'échantillon et permet de calibrer la pression par comparaison avec des échantillons étalonnés indépendamment. Et donc ensuite l'étude de ces échantillons par diffraction des rayons X pour voir les différentes raies correspondant aux différents composants. Et donc ce résultat-là, qui a déjà 4 ans, a montré qu'on pourrait que dans la pyrolite, donc à gauche, et dans le morbe, on a quelques différences. Donc en particulier, une transition de phase à plus faible profondeur, hein, à plus faible pression dans le morbe que dans la pyrolite. Et c'est le résultat principal, et aussi peut-être une largeur de la transition. Ici, c'est donc cette zone ici où coexistent la perovskite et la post-perovskite et sensiblement de largeur différente. En tout cas, dans cette étude-là, il trouve que tout se passe donc à des profondeurs du manteau. Je vous rappelle que la pression de la CMB, c'est environ 135 gigapascal. Donc le noyau est bien à droite de ces Donc, ici, ils ont trouvé une pente de Clapeyron de 8 mégapascales par Kelvin, donc en accord avec les résultats antérieurs, et une épaisseur d'environ 5 mégapascales, donc c'est cette épaisseur en pression ici ou en profondeur, qui est plus large que les estimations sismologiques qui voient ces précurseurs. Donc si on interprète les précurseurs aux ondes SCS ou PCP en termes de transition de phase, on s'attendrait à une épaisseur qui n'aurait pas plus d'environ 1 mégapascal. Donc ce serait plus large. Donc ça met un peu en question l'interprétation des résultats sismologiques en termes de cette transition de phase. Voilà. Donc après, ils ont fait quelques modèles, ils ont essayé de confronter leurs résultats expérimentaux avec des données sismiques. Donc ici, vous avez donc les données étudiées, c'est des trajets venant de sud-ouest Pacifique à nord-ouest des États-Unis, donc qui échantillonnent à la base du manteau. Donc ce sont toujours ces ondes SCS qui se réfléchissent
à la base du manteau. Pour comparaison, l'onde S est indiquée qui n'échantillonne pas la base, est indiquée ici aussi. Et donc la base du manteau, ce sont les points de réflexion, échantillonnent la région de la superpanache pacifique. Et donc ça, ce sont quelques exemples de données avec des données d'onde S, donc l'onde S et derrière l'onde SCS. Et il voit entre l'onde S et l'onde SCS plusieurs arrivées d'énergie qu'ils sont très ambitieux parce qu'ils les interprètent tous. Et donc voilà ce qu'ils en font donc en faisant une sommation de traces et maintenant donc dessinée ici en fonction, donc interprétée en fonction des distances à la CMB, donc la limite noyau-manteau serait ici. Vous avez en référence l'amplitude des ondes SCS, donc normalisée à 1 ici, et ici l'amplitude de toutes ces ondes ici qui se manifestent par ces ondulations ici, avec une barre d'erreur indiquée, donc c'est le trait noir, avec des barres d'erreur indiquées par les traits en pointillés. Le PREM, lui, n'a pas du tout, les prédictions du PREM ne montrent pas de structure ici, ça va tout droit et jusqu'à la SCS. Et donc, ils modélisent ça, et leur modèle qui est indiqué sur la droite est la courbe rouge ici. Donc, ils disent qu'ils prédisent très bien les données. Et leur modèle a une structure extrêmement fine, avec plusieurs discontinuités, A, une discontinuité négative, une positive B, une autre négative C et une autre négative D. Bon, moi je trouve ça un peu surinterprété, mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire en admettant que ceci soit vraiment robuste comme résultat. Donc ils ont interprété, donc ici je répète le même dessin du modèle, donc comparé au PREM qui n'a pas de discontinuité, donc avec ces diverses couches. Et donc ils ont interprété ça en termes de transition de perovskite en post-perovskite dans la pyrolite en fait. Et donc dans la pyrolite et dans le morbe. Donc il y aurait une transition ici A, voilà, serait la transition de la perovskite dans la post-perovskite dans le morbe. En B, vous auriez la transition dans la pyrolite. Donc ici, ce sont les pentes de Clapeyron de ces deux compositions différentes, avec le morbe étant à moins grande profondeur que la pyrolite. Et donc C serait la transition de nouveau de la post-perovskite en la perovskite, cette transition de haute température plus près de la limite noyau-manteau. Et puis cette autre diminution, donc tout près de la limite noyau-manteau, il propose que ça pourrait être dû à l'existence de fusion partielle près de la CMB. Alors ça, on en parlera. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aborder ce sujet aujourd'hui, mais il y a à la base du manteau d'autres phénomènes observés par la sismologie qui sont les zones à des vitesses extrêmement faibles, des réductions de vitesse de l'ordre de 20 à 30% dans les S, qu'on appelle les Ultra Low Velocity Zones, ULVZ, dont je parlerai plus tard. Donc ceci se réfère à ce genre de choses. Alors vous voyez qu'effectivement, un tel modèle peut être intéressant si on croit ces pentes de les résultats expérimentaux et si on croit le modèle sismique. Mais on arrive ici dans des zones qui sont encore extrêmement... c'est vraiment des zones de recherche encore très peu contraintes, disons. Alors, ceci dit, le travail continue et dans les dernières années, il y a eu quand même de nouveaux résultats. Un nouveau résultat qui est celui de Tateno de 2009, montre de manière assez convaincante qu'en fait, la pente de Clapeyron pourrait être beaucoup plus grande pour la transition perovskite en post-perovskite, ceci dans la perovskite de magnésie pure.
et elle serait de l'ordre de 13,3 mégapascal par Kelvin. Vous voyez ici, ce sont les résultats expérimentaux avec une très bonne contrainte de cette pente de Clapeyron, car l'étude a été faite sur une plus grande, un plus grand espace de pression et de température, alors que les premiers travaux s'étaient basés sur simplement quelques points expérimentaux. Donc là, ici, on compare cette pente donc plus élevée avec les déterminations des travaux précédents qui donnaient des pentes moins importantes et une position assez différente suivant les études. Donc cette étude expérimentale donc nous suggère que les résultats sont plus fiables parce que l'étude a été faite sur une plus grande largeur de température et de pression et parce que leur calibration, ce n'est pas la température, c'est la pression qu'il faudrait écrire ici, je me suis trompée, et donc la calibration de la pression est faite avec le MGO qui serait une meilleure calibration. Donc ça, c'est la discussion actuelle dans la communauté, c'est cette histoire de calibration de pression et donc de précision des pressions dans les déterminations. Mais la pente elle-même a l'air assez bien déterminée. Alors ils ont déduit, si on en croit ces résultats, que la température à la limite noyau-manteau serait 3700 Kelvin, qui est plutôt du côté faible par rapport à la marge, enfin, à l'éventail de températures qui ont pu être estimées, qui sont de 3700 à 4200 ou 4300 Kelvin. Donc, si ceci est vrai, cela impliquerait donc un saut plus faible de température à la CMB et donc un flux de chaleur provenant du noyau plutôt plus faible. Donc, c'est toujours ce nombre qu'on aimerait bien pouvoir déterminer de manière précise, qu'on estimerait ici à 6,6 TW, alors que certaines estimations vont jusqu'à 10 ou 15 TW. D'autre part, les choses se compliquent. Ici, ce sont des estimations dans deux compositions différentes, donc de perovskite, celle-ci avec magnésienne avec un peu de fer, 10% de fer, et celle-ci en ajoutant aussi de Al et Si. Et ils trouvent d'une part des différences dans la profondeur, dans la pression, ici qui est indiquée en fonction de la hauteur à partir de la limite noyau-manteau. Donc ici on va vers la surface, ici on est dans le noyau. Et donc suivant la composition, on voit se décaler les zones de transition de phase. Et aussi, on voit une épaisseur vraiment considérable, de l'ordre de 20 gigapascal sur la zone de transition, donc la zone où coexistent, ici en vert, la perovskite et la post-perovskite. Donc ça, ces résultats sont effectivement problématiques parce que cette largeur de transition ne peut absolument pas expliquer les précurseurs observés par la sismologie. Donc on pourrait avoir une transition de phase perovskite-post-perovskite, mais même si elle existe dans le manteau, ce qu'on observe sismiquement serait un phénomène différent. Donc les conséquences, si jamais on aimerait bien tout de même pouvoir réconcilier les résultats sismiques avec les résultats expérimentaux, donc si cette discontinuité correspond tout de même à la transition de phase perovskite-post-perovskite, ça implique qu'on a une composition très différente de la pyrolite dans les régions où la discontinuité est observée, puisque les résultats présentés dans cette diapo-là sont des compositions proches de la composition de la pyrolite. Alors donc encore une fois, cela met l'accent sur l'importance d'étudier différentes compositions qui pourraient exister à la base du manteau. Dans ce cas-là, il suggère que le rapport Mg-Si, donc des composants importants du manteau, des composants majeurs dans le manteau, serait plus fort, et donc il y aurait une proportion de ferropériclase plus grande que dans la pyrolite.
Et aussi, ça impliquerait aussi, ce qui impliquerait sans doute, basé sur des résultats antérieurs, une profondeur de transition plus grande et qui pourrait elle-même ne pas exister dans le manteau. Donc des résultats plutôt pessimistes, mais tout ceci en gardant à l'esprit les problèmes de calibration de la pression. Ils impliquent aussi moins d'aluminium. Donc voilà, donc, le travail continue. Donc, certes, je vais montrer encore 2 exemples. Donc, des travaux récents où des efforts sont faits pour utiliser des compositions correspondant à des roches réelles. Donc ici, des roches donc, provenant de zénolithes, donc d'affleurements de roches provenant du manteau, un des USA, un d'Italie, et puis une composition de morbes synthétiques. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris un échantillon réel, mais ça c'est peut-être moins grave. Et donc ils ont essayé de voir comment évoluaient les résultats sur les transitions de phase en fonction de la composition. Donc ils ont fait aussi des mesures dans la cellule à enclume de diamant chauffée par laser, dans le domaine de température, ici 3150 à 3600 Kelvin, et donc dans ce domaine de pression, près de la limite noyau-manteau qui est indiquée ici par le pointillé. Et donc vous voyez, ici c'est la profondeur donc, de la transition dans la pure Mg, et vous voyez que suivant que les résultats obtenus pour ces différents échantillons qu'on peut considérer comme naturels s'écartent pas mal de ce qu'on peut mesurer sur la pérovskite Mg. Et ceci est résumé ici dans ce diagramme qui donne en fonction de la composition, donc à partir de la pérovskite Mg pure avec une composition qui contient une proportion d'aluminium et de fer de plus en plus importante, en fonction de la pression. Ici, donc, encore une fois, ça, c'est la limite noyau-manteau. Où observerait-on la transition, comment se comporterait la transition pérovskite-post-pérovskite? Donc ici, à pression plus importante, la post-pérovskite. La pérovskite, ici, a des pressions moins importantes et une composition avec plus de fer et d'aluminium et une zone donc de mixte assez importante. Et donc, une des conclusions, c'est que si on considère une composition pyrolytique typique, tant qu'on est à la base du manteau, on aurait surtout de la pérovskite et une coexistence de pérovskite et de post-pérovskite, mais très peu de post-pérovskite pure. Et on remarque aussi que pour observer la post-pérovskite, il faut une composition appauvrie en fer. Il faut être de ce côté-ci du diagramme. Voilà. Donc, et un dernier résultat qui vient d'être publié a aussi fait des comparaisons donc, basées sur une étude expérimentale également, donc toujours le même genre de technique avec la cellule à enclume de diamant et la diffraction des rayons X. Donc dans 3 compositions encore, la pyrolite, une olivine, donc une olivine qui donc est la composition qui donne lieu à la pérovskite dans le manteau inférieur, et la pyrolite ayant donc ces autres éléments à rajouter à l'olivine, et dans une composition correspondant à, disons, aux roches qui proviennent des rides océaniques. Et on voit on voit des résultats qui dépendent très fortement de la composition. Et encore une fois, l'olivine pure donne une transition de phase assez abrupte, hein, donc une zone de coexistence des 2 phases relativement étroite, et donc un peu au-dessus de la limite noyau-manteau qui est ici marquée par la différence entre le blanc et le gris. Par contre, pour la pyrolite, tout se passerait dans le noyau, donc on ne verrait pas cette transition.
Donc, une des possibilités, si la post-pérovskite existe dans le manteau, ce serait qu'elle pourrait correspondre à une composition de Morbe. Mais là encore, il y a un problème pour la comparaison avec les résultats sismiques, c'est que la transition est un peu trop large, sur un domaine de profondeur beaucoup trop large, pour vraiment pouvoir être observé par un précurseur à l'onde SCS en particulier. Donc il résume tout de même le résultat, comme quoi les seuls, donc ça c'est des résultats des auteurs précédents, mais on peut se concentrer sur ce diagramme-là, des systèmes à multicomposants. Donc les gens étudient, après avoir étudié la pérovskite pure MG, ils étudient les systèmes binaires avec soit du fer, soit de l'aluminium, et les systèmes maintenant plus réalistes multicomposants. Et d'après les résultats de ces auteurs-là, la pyrolite est hors de question, ça passe dans le noyau, et la composition Morbe aurait une transition de phase dans le manteau, mais trop large. Alors peut-être qu'en rajoutant les autres composants, la harzburgite en particulier, on pourrait peut-être tout de même observer une transition. Donc en conclusion, il reste de très grandes incertitudes. Donc cette découverte de la post-pérovskite en 2004 a changé considérablement en fait, ce domaine de recherche. Et donc en particulier parce qu'on avait donc déjà ces observations sismiques avec cette discontinuité au-dessus de la limite noyau-manteau, mais on n'est pas encore en état de vraiment pouvoir conclure. Il reste des grandes incertitudes sur la pression de la transition, l'épaisseur de la condiscontinuité et la pente de Clapeyron. Donc, résultats récents montrent une pente de Clapeyron plus élevée, mais ceci doit être confirmé. Les résultats montrent l'importance de la composition. Et donc, ceci dit, ce qui se dégage actuellement, c'est que les régions où la transition sismique, la discontinuité sismique est observée, si elle correspond à la transition de phase, elle pourrait être enrichie en Morbe, ce qui correspondrait bien à l'idée qu'on se fait de ces plaques en subduction qui vont donc qui atterrissent à la limite noyau-manteau en fin de course, si j'ose dire. Et donc qu'on observerait plutôt autour du Pacifique. Donc ici, pour vous rappeler, on avait ces régions rapides et ces régions lentes avec des comportements sismiques de vitesse sismique assez différents, correspondant à ces deux grandes régions à la base du manteau, les deux superpanaches et la zone rapide, l'anneau rapide autour du Pacifique. Voilà. Donc là, je vais passer au sujet suivant, qui est l'anisotropie dans le manteau profond. Donc, comme je change de sujet, je vais faire une petite pause. Si vous avez une question ou des doutes sur ce que j'ai raconté jusqu'à présent, c'est le moment de poser.